Bonjour à tous et, et bienvenue. Excusez-moi. Bonjour à tous. Bienvenue. Salut. On va attendre une petite minute, histoire d'être 12 heures pile, avant de commencer. Et l'introduction permettra aux personnes qui arrivent avec quelques minutes de retard de ne rien louper du contenu de l'événement. Je vais boire un petit verre, pardon. Bonjour Michel, au fait, je n'ai pas dit bonjour. Bonjour à tous. Moi, je ne vois pas tous les participants, je vois 17 participants. Bonjour à tous, oui, je vois du monde. Donc, donc merci de votre participation à la gestion des exigences en agile. Donc, deuxième webinaire de la taverne de 2023. Christophe, est-ce que tu peux passer au slide d'après, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Donc, la taverne, pour rappel, c'est blog francophone dédié au test le plus populaire, avec quasiment 1000 vues par jour en moyenne en 2021-2022. Et on est parti sur les mêmes bases pour 2023. C'est plus de 500 articles. On a dépassé les 500. Une chaîne YouTube pour revoir les webinaires ou des présentations d'auteurs de la taverne. Et voilà, les webinaires de la taverne, c'est de la curiosité avant tout. On va parler de sujets innovants ou de façon innovante, de sujets problématiques notamment qui vont être liés à l'agile. Cette année, on va essayer de faire des webinaires liés au test, mais du test de manière un peu spécifique, soit non fonctionnel, soit justement gestion des exigences. Et c'est évidemment un lieu d'échange. Donc, pour toutes vos questions, elles seront les plus que bienvenues et ça sera à la fin de la présentation de Christophe et Jérôme. Je tiens également à remercier les sponsors de la taverne qui permettent de financer ce blog, l'hébergement, etc., qui sont Smart Testing, Certilog, Questit, All4Test et Testum. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts du test et de l'agile et des exigences, qui sont Christophe Moutier. Donc, Christophe Moutier, qui est l'auteur de 2 livres sur le test agile chez Eni, mais qui est aussi très actif dans la communauté, que vous avez déjà vu quelques fois dans la taverne. Et Jérôme Collet, expert aussi test agile, transformation, et qui a contribué au premier syllabus IREB et qui encore récemment avait fait une présentation pour le GASC à l'A4Q sur la nouvelle version du syllabus de l'IREB. Donc vous voyez, vous êtes entre de bonnes mains. Sur ce, à vous Christophe et Jérôme. Ouais. Merci Marc. Bonjour à tous. Donc en fait, ici, quand Marc m'a contacté, évidemment, il a dû faire la même chose avec Jérôme pour essayer de parler des exigences agiles. Je dois vous avouer une première chose. En fait, je me suis dit, mais en fait, l'IREB, je ne connais pas. Du coup, avant de commencer à préparer ce webinaire pour vous, je me suis mis à lire donc les syllabus existants. Alors pas tous, j'ai pas eu le temps forcément, quoi. Mais en tout cas, l'IREB Fondation et l'introduction à l'agile, par rapport à l'IREB bien entendu. Et à partir de là, j'ai commencé à pouvoir discuter avec Jérôme. Et ce qu'on a décidé de faire comme ça pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce webinaire, c'est en fait essayer de voir, dépoussiérer ce stéréotype lié aux exigences telles que le propose l'IREB, un petit peu comme les tests, la plupart d'entre vous sont des testeurs, il y a le gros stéréotype des tests qui fait qu'on doit écrire d'abord le scénario et ensuite on exécute uniquement ce scénario comme la grande-messe. Et bien là, en fait, à cette lecture en question, je me suis rendu compte que l'IREB apportait de vraies valeurs ajoutées. Et c'est ce qu'on va essayer comme ça de faire transpirer avec ces différents éléments qui sont présents au sein de l'IREB. Pour ça, Jérôme, je te propose comme ça de nous présenter les 9 principes de l'IREB. Voilà, oui, effectivement, Christophe m'a sorti un peu de ma zone de confort. J'étais parti sur quelque chose d'un peu d'une présentation que
sur lesquels j'avais déjà montré des choses. Mais l'idée, c'est que là, on s'est posé sur un exercice intellectuel très intéressant et normal, effectivement, pour vous amener à ce cheminement qui nous a amené à justement réfléchir ensemble et à réfléchir avec vous, j'espère. D'abord, il faut évidemment parler un peu des principes de l'IREP, savoir un petit peu à quoi ils correspondent pour savoir comment ensuite on va travailler, les relier avec l'ISTQB, l'agilité, etc. Donc d'abord, effectivement, le principe de l'IREP, on va rappeler que le premier, c'est que l'ingénierie des exigences est là pour orienter vers les valeurs, c'est-à-dire que les exigences sont un moyen pour atteindre une fin, c'est-à-dire qu'on veut atteindre l'objectif de construire une solution pour des utilisateurs, mais ce n'est pas le fait de faire des exigences en elles-mêmes qui est un objectif final. Bien entendu, les exigences sont là pour atteindre. Ce que j'aime bien déjà avec ce premier principe, c'est que d'entrée de jeu, il remet les choses au clair. On n'est pas là pour créer des exigences parce qu'il faut créer des exigences. Hein. Et du coup, bien sûr, c'est extrêmement relié au second principe qui est… Le deuxième, qui est évidemment, l'idée étant de faire de l'ingénierie des exigences pour satisfaire les désirs et les besoins des parties prenantes. Si on ne le savait pas, eh bien, c'est quand même quasiment un des plus gros principes, hein, d'ailleurs, parce que l'ingénierie des exigences est née pour ça. Il est né pour qu'on transforme en fait un besoin pour qu'on aille l'amener dans une solution pour qu'il corresponde à ce qui a été demandé par l'utilisateur, par le besoin, par la partie prenante. Et ça, ça peut paraître trivial, mais malheureusement non. Cette discipline nous permet, en tout cas, tout projet sans ingénierie des exigences prend d'énormes risques de ne pas aboutir à satisfaire les besoins des parties prenantes. Tout à fait, tout à fait. Là, quelque part, ça nous amène à ce troisième principe qui est la compréhension partagée avec une base commune. Oui, ça c'est nouveau, c'est dans le nouveau syllabus de l'IREB en fait qui a intégré ce mouvement de l'agilité, hein, puisqu'on a pu croire que les exigences pouvaient être un peu trop statiques, un petit peu trop figées dans le marbre avec des cycles en V, mais non. L'IREB a pris en compte aussi ce mouvement et a compris qu'on ne peut pas développer correctement des produits si on n'a pas une compréhension partagée du système et si on n'a pas une base commune. Et la base commune, ici, dans ce principe, c'est d'avoir travaillé ensemble, de capitaliser sur l'humain, pas seulement sur des process. Et voilà, donc c'est un principe qui prend en compte qu'il y a des aspects implicites qui doivent être partagés par des acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui doivent comprendre une problématique commune. Et donc, quelque part, avec ces trois premiers principes, on peut commencer à se rendre compte qu'en fait, les exigences, l'agir des exigences, IE, comme on peut voir en bas à droite au second principe, l'agir des exigences, c'est pas forcément uniquement de la documentation. Un prototype permet d'avoir une base commune et de montrer comme ça, au niveau des parties prenantes, que c'est bien ce qui est demandé. Donc en fait, quelque part, ce qui introduit l'IREB ici, c'est peu importe la forme, pourvu qu'en fait, on puisse avoir un consensus au niveau des attentes et des attendus. Alors, le quatrième principe, qui est un des principes qui peut paraître simple, mais qui est complexe dans l'IREB. D'ailleurs, tous ceux qui passent cette certif passent du temps à comprendre de quoi on parle. On parle en fait, l'IREB a conceptualisé la notion du système que vous développez, et puis du contexte qu'il y a autour. Le contexte étant tout ce qui permet de construire le système, c'est-à-dire des specs, c'est-à-dire des parties prenantes, c'est-à-dire des textes de loi, des anciens systèmes. Donc le contexte, là, au sens IREB, c'est de savoir construire. Qu'est-ce qui va nous permettre de construire la solution? Donc c'est le contexte. Ensuite, une triple enlacement, une triptyque qui a eu, sur lequel j'ai tilté, moi, quand je suis rentré sur cette discipline, mais qui a beaucoup de mal à prendre parce que ce n'est pas si simple. C'est de bien comprendre qu'il y a différents niveaux d'abstraction dans l'agilité, dans les exigences, et que bien entendu, souvent on rencontre un problème d'un métier, d'une partie prenante, qui est décorrélé d'une solution, ou qui peut être évidemment lié à une évolution souhaitée dans une solution, mais l'idée étant qu'on peut avoir des parties prenantes ayant des besoins qu'il faut savoir traduire dans une solution. C'est là où résident les compétences de l'ingénieur des exigences. Et bien entendu, à partir de ce problème et de sa conversion en solution, l'ingénieur d'exigence va s'appuyer sur ce matériel qu'est les exigences, matériaux. Hein. C'est un work item, c'est quelque chose qui va nous permettre d'être représenté
sous formes diverses et variées, mais qui nous permettra de passer du problème à la solution. Et, alors justement, comme ça, pour moi, quelque part, ce principe, je l'ai trouvé mind-blowing, comme ils disent les Anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour la première fois, peut-être, on voyait qu'il y avait cet entrelacement intime avec le problème, l'exigence et la solution. Et en fait, la première réflexion qui m'est venue, ça a été issue d'un livre de Peter Senge des années 90 qui s'appelle La cinquième discipline. Et le premier principe lié par cette loi des systèmes des entreprises apprenantes, c'est que les problèmes d'aujourd'hui viennent des solutions d'hier. Et en fait, c'est exactement ça. L'IREB, ici, par ce cinquième principe, vient vraiment positionner le fait que, attention, bien évidemment, quoi que vous ayez pu faire, même si il y a le consensus et compagnie, ne perdez pas de vue qu'en fait, ce que vous allez décider vous plongera dans une misère noire potentiellement vis-à-vis des solutions qui ont été imaginées. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. Voilà, donc enfin, bien entendu, et ça c'est quelque chose aussi qui nous rappelle à l'ordre, c'est la validation des exigences, c'est-à-dire la validation, c'est pas en une fois, c'est quelque chose de répété, c'est un travail systématique. Et bien entendu, il ne s'agit pas de partir avec son paquet d'exigences et de. C'est très important ce que tu racontes là. En fait, si tu regardes bien par rapport à cette validation, il est écrit nulle part, là, quand on regarde le texte, il est écrit nulle part qu'il faut valider les exigences avant de pouvoir commencer à faire le code et les tests, du coup. Hein. Donc, ça veut dire qu'en fait, à n'importe quel moment, il s'agit d'avoir des exigences qui soient validées, quel que soit le moyen, quelque part. Que ce soit même, potentiellement, une fois que ça a été déployé pour une poignée d'utilisateurs. Je pense, là, en l'occurrence, au Canary Releasing ou au test AB, qui permettent, en fait, de valider des hypothèses qui ont été faites ou le Lean Startup. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Vas-y, Jérôme. Oui. Non, après, effectivement, l'évolution, comme on le sait tous, les évolutions, et c'est venu aussi avec l'agilité, voilà, les évolutions, ce n'est pas un accident, c'est un cas normal. Il faut savoir les prendre en charge, il faut les accepter, il faut en faire une plus-value, une valeur ajoutée, et ainsi que les exigences qui doivent nous permettre de plus facilement interpréter les impacts, voir les impacts en fait suite à ces évolutions. Tout à fait. Là, en fait, moi, ce qui m'a sauté aux yeux comme ça avec, alors on n'en est qu'au 7e, mais lorsqu'on arrivera au bout des 9, vous aurez un petit peu la même déduction que moi, j'imagine, c'est que tout ceci est venu vraiment dépoussiérer l'image d'Épinal que j'avais par rapport aux exigences. Il y a une forte clairvoyance là-dessus, avec une prise de conscience du fait que une exigence, ce n'est pas parce qu'elle est écrite qu'elle est gravée dans le marbre. Elle va évoluer aussi dans le temps, potentiellement, parce que les besoins évoluent dans le temps. Voilà. Alors, un principe assez intéressant sur l'innovation. Alors, ça, c'est intéressant, c'est que, bien entendu, et ça se voit, il y a une grande partie de l'IREB, enfin, une petite partie de l'IREB très, très passionnante pour moi, qui se voit à travers des rames de canaux, en fait, c'est qu'en fait, il ne suffit pas forcément de faire ce qu'on vous demande. Quelquefois, peut-être aussi, il peut être intéressant d'innover et d'aller construire des besoins, des solutions, des choses qui sont en fait, qui vont améliorer l'utilisation d'une application, mais qui n'ont pas été demandées, bien entendu. Donc, il faut savoir surprendre par l'innovation ces parties prenantes, ces métiers, pour rassurer, d'ailleurs, le terme utilisé, c'est rassurer, parce que les gens sont rassurés quand on y voit qu'ils sont pris au sérieux et qu'on leur apporte des choses qui leur plaisent. Complètement. Alors, la formulation est excellente. Hein. En faire plus ne suffit pas. Donc, bien évidemment, ça pousse à aller encore toujours plus loin, parce que c'est comme ça que ça se passe quelque part. Mais aussi, ça remet aussi en perspective le fait que ce n'est pas juste le métier qui est là pour proposer des choses. À un moment donné, quand on voit une équipe de développeurs, une équipe tout court, qui est présente sur un produit et un métier depuis quelque temps, elle finit par acquérir une connaissance du besoin. Alors, c'est forcément partiel, mais leur valeur ajoutée peut être aussi très bien considérée par le marché avec une approche, une vision qui n'avait pas été potentiellement examinée jusqu'à présent. Et enfin, bien entendu, comme toute discipline, un travail systématique et discipliné, on ne peut pas se passer de telle qualité dans le travail, bien entendu, c'est indispensable. Oui, tout à fait, tout à fait. Je propose que là, pour le coup, on essaye, en fait, alors avec Jérôme, comme ça, on s'est dit, tiens, mais maintenant que j'ai pris connaissance de ces principes,
si on s'amusait à faire la correspondance entre ce qui vient au niveau de l'ISTQB, alors on ne rappellera pas forcément les principes de l'ISTQB aujourd'hui. Je pars du principe on est parti du principe que vous les connaissiez, on est dans la taverne du test, bien évidemment, du testeur. Et donc, pour le coup, on part comme hypothèse, comme quoi vous les connaissez. Si vous avez des difficultés avec ces principes, on pourrait y revenir à la fin de ce webinaire. Mais donc, du coup, en fait, avec Jérôme, on s'est dit, tiens, essayons de voir un petit peu comment tout ceci match. Et du coup, Jérôme a commencé à faire ce premier graphique. Oui, c'est là où Christophe a une idée intéressante, c'est de se dire, mais c'est vrai que ne nous mettons pas à cloisonner nous-mêmes nos connaissances, essayons de relier un petit peu tous ces principes tous ces principes ou ces valeurs qui existent dans différents référentiels méthodos qui nous sortent qui concernent notre métier, en fait, hein, bien entendu. On est tous aujourd'hui confrontés ou animés par tout ce qui est agile, exigence, test, etc. Et cet exercice que m'a proposé Christophe m'a permis de réfléchir. Je me suis dit, alors comment je peux relier un peu tous ces éléments que je connais bien, et je me suis dit, peut-être qu'il y a des principes IREB et des principes ISTQB qui d'abord sont distribués en fonction d'une vision de la validation du système ou de l'acceptation de celui-ci. On rappelle que la vérification, c'est donc la spec qui est vérifiée pour voir si on a bien implémenté dans le système en fait, ce qui a été demandé. L'acceptation, c'est vraiment les parties prenantes au final qui vont valider le produit tel qu'eux souhaitent l'utiliser. Donc, on n'est pas sur la même vision et on voit bien que les principes peuvent être un peu éclatés entre ces deux visions. Mais il n'en reste pas moins que deux principes qui sont le principe un travail systématique et discipliné, c'est quelque chose qui est commun à tous les niveaux. Et bien sûr, l'aspect contexte, les exigences ne peuvent être comprises que dans le contexte ou les tests dépendent du contexte, là aussi. C'est quelque chose de commun à ces deux visions, à ces deux niveaux. Alors, j'ai eu besoin de ces deux niveaux pour pouvoir faire des liens. Donc après, on aurait pu, et vous pourrez vous amuser peut-être à essayer d'éclater ces principes en fonction d'une espèce de toile de fond différente. Hein. Mais en ce qui me concerne, d'abord, j'ai remarqué, et ce qui m'a tilté, ce qui m'a fait tilter, c'est qu'est-ce qui rapproche beaucoup des principes de l'ISTQB et de l'IREB, c'est cette vision utilisateur. On parle dans le 7e principe de l'illusion de l'absence d'erreur. D'ailleurs, on dit, vous avez beau de faire un produit qui fonctionne, qui n'a pas d'anomalie, mais est-ce que vous avez vraiment fait le produit qui correspond en fait à ce que vous voulez, les parties prenantes? C'est pas sûr, et si possible que votre produit soit rejeté pour des problèmes de performance, de non-adéquation aux besoins. Donc, bien entendu, ça se rapproche beaucoup de ce qui existe dans l'IREB, qui dit, voilà, on est là pour satisfaire. On a une orientation vers les valeurs, hein, on est là pour atteindre une fin, pas une fin en soi, et puis on veut valider les exigences, bien entendu, tout au fur et à mesure de la construction du produit, et puis on a cet aspect innovation qu'on peut mettre un peu entre les deux, puisque l'innovation fait partie aussi des choses qui doivent être acceptées, des choses qui font des éléments de test et qui doivent aussi nous permettre de nous alimenter sur la partie testing. Mais au centre, on n'oubliera pas, c'est le test ETO, c'est le test ETO qui est important, avec les trois amigos qui, bien sûr, là, est la meilleure manière de pouvoir valider, tester, être en phase sur les parties acceptation et vérification. Je te laisse, Christophe. En fait, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette représentation, alors même si forcément, si on regarde bien comme ça, les liens entre chacun des principes est multiple. Et donc, pour le coup, c'est vraiment toute une difficulté de représenter cette multiplicité des connexions. Donc là, évidemment, ce qu'on vous présente là, c'est juste une vision par rapport à une perspective, par rapport à un point de vue. Donc, bien entendu, vous amuserez bien sûr à faire ce même exercice de votre côté. Mais moi, quelque part, ce que je trouve déjà intéressant vis-à-vis de ce principe numéro 7 de l'ISTQB, l'illusion de l'absence d'erreur, vis-à-vis en fait de cette partie IREB, de cette partie exigence, alors quand on se cantonne quelque part à l'approche ISTQB, on va se dire, j'ai beau faire tous les tests du monde, il y aura toujours des erreurs. Et bien en fait, quand on commence à mettre ceci en perspective avec l'IREB, on va même potentiellement se rendre compte que ce qui avant servait de base ferme et solide vis-à-vis des tests, à savoir les exigences, ces exigences même peuvent contenir des erreurs. De la même façon, comme ça, s'il s'agit de se dire, tiens, toujours par rapport à cette absence d'illusion d'erreur, par rapport à cette partie innovation, il y a
un terme japonais qui s'appelle Kaizen. Kaizen, en gros, c'est tout ce qui est à l'amélioration continue. Et ce que proposent les Japonais dans ces notions de lean management, c'est une approche zéro défaut. Alors, bien sûr, zéro défaut n'existe pas, mais c'est juste une philosophie. On va se dire, tiens, il faut tendre vers ça. Et pour y arriver, il ne va bien sûr y avoir, entre guillemets, que l'innovation à mettre en place. Ça tient beaucoup là-dessus. Sans ça, vous allez vous retrouver l'espèce de plafond de verre qui va vous empêcher toute progression. De cette même façon aussi, quand on essaye de voir cette partie test-eto, alors, de base, test-eto ou shift left en anglais, c'est se mettre le plus tôt possible dans le cycle de vie pour essayer d'identifier des points qui peuvent arriver. Donc, évidemment, Jérôme a cité les tres amigos pour pouvoir essayer d'identifier les acceptances critériales, les critères d'acceptation en français, pardon. Mais aussi, si on regarde bien, là où ça devient amusant, c'est que lorsque le produit subit des cycles de mise en production, eh bien pour le coup, le test-eto, quelque part, devient testé tard. On va se débrouiller pour tester un minimum pour que ce soit déployable, okay, mais après, on va s'abreuver quelque part de ce qui s'est passé en production pour pouvoir en apprendre. Et là, une fois de plus, on se retrouve à avoir de l'innovation à mettre en place pour pouvoir permettre à la fois un déploiement et apprendre vraiment du marché, plutôt qu'avoir un produit conforme, il s'agit d'avoir le bon produit, et se dire, tiens, mais comment est-ce que je peux me débrouiller ensuite pour pouvoir apprendre de tout horizon. Ça, une fois de plus, c'est l'innovation. Slide suivant, peut-être? Oui. Alors, après, on approfondit un peu les choses. Bon, déjà, la notion d'évolution, on aurait pu le faire apparaître sur le slide suivant, bien sûr. L'évolution d'exigence n'est pas un accident, mais un cas normal. Bien sûr. Par contre, alors, vous voyez, d'abord, sur la partie STQB, parce que ce n'est pas toujours facile à lire ce slide, on rappelle dans le 7e principe qu'il est un peu l'addition du premier et du deuxième principe. C'est-à-dire, les autres cas de l'illusion de l'absence d'erreur, c'est quand on vous dit que vous devez identifier tous les défauts. Ce qui n'est pas possible. Bien sûr. Pardon. Les tests montrent la présence de défauts, mais pas leur absence, et on le sait tous. Mais on est confronté, quelquefois, avec des acteurs du projet pensant que nos tests sont capables de déterminer tous les défauts, ce qui n'est pas possible, bien sûr, parce que le principe numéro 2, entre autres, précise que les tests exhaustifs sont impossibles. Voilà. Donc, je l'ai mis sur la partie système. Pourquoi? Parce que quand on est dans une vision défaut, qu'on cherche les défauts, on n'est pas là, on n'est pas dans cet objectif de l'acceptation. On est là pour identifier le maximum de défauts, c'est-à-dire remettre en cause l'application livrée, chercher ce qui n'est pas l'objectif de niveau de l'acceptation. Mais, malgré tout, j'ai trouvé intéressant, car l'ISTQB relie le principe 7, 1 et 2. Bien entendu, ça me donne l'occasion de vous repréciser également le principe 5 de l'IREP, qui rappelle cette triptyque entre solution, problème, exigence. On voit bien ce principe numéro 5 qui concerne ces deux visions de la vérification de la validation. Dans un cas, on a un problème, l'utilisateur ou le partie prenante va avoir un problème et on va lui apporter une solution qu'on va vérifier dans la partie système, et puis on va lui livrer pour qu'il accepte et qu'il valide en fait, ce qu'on lui a proposé. Alors bien entendu, il va valider les exigences avant, il va passer par des phases de validation itérative, incrémentale, etc. Mais ce qu'on voit bien, c'est cette triptyque qui est traitée dans l'IREP qui concerne les deux niveaux et l'éclatement dans l'ISTQB qui, lui, va ouvrir le champ sur « j'ai pas forcément fait le bon produit pour l'utilisateur », c'est-à-dire la vision acceptation, et qui est relié à ces deux autres principes plutôt en vision système, qui sont je teste au maximum de choses pour identifier le plus de défauts possible, mais je ne suis pas capable de dire qu'il n'y a plus de défauts et parce que les tests exhaustifs sont impossibles. Donc ça, bien évidemment, comme ça, moi de mon côté, lorsque j'ai poussé un petit peu les réflexions comme toi en question, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce principe numéro 5, le fameux triptyque entrelacé des problèmes d'exigence solution, a vraiment un truc intéressant qu'il porte intrinsèquement. En fait, si on regarde bien comme ça, bien souvent, une exigence, on va dire qu'elle est rédigée quelque part.
Et ça m'a rappelé, en fait, dans le framework d'agilité à l'échelle le plus répandu, je crois que c'est 36% d'après les sondages en question, à savoir SAFe. SAFe propose en fait un objet qui s'appelle la Solution Intent. Cet objet, en fait, c'est en gros une base documentaire qui vient faire la séparation entre ce qui est stabilisé et ce qui est encore immature ou fluctuant. Et l'idée est en fait, avec cette Solution Intent, de commencer quelque part, dès que possible, à obtenir des éléments qui soient tangibles, plutôt que simplement un échange entre personnes, comme ça, un échange informel qui du coup est difficile de propager, pour qu'ensuite, lorsque il y a une stabilité, alors c'est complètement probabiliste quelque part cette stabilité, quoi, tout simplement parce que, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, les problèmes d'aujourd'hui viennent des solutions d'hier, donc pour le coup, ça va être amené à changer. Ça, c'est le fameux principe numéro 5 de l'IREB. Mais aussi, vis-à-vis de ce principe numéro 5 en question, on se rend compte qu'en fait, lorsqu'on essaie de le relier à cette absence d'erreur, l'illusion d'absence d'erreur, au niveau de l'ISTQB, c'est parce qu'en fait, on vient se rendre compte que le problème est déjà dans la solution. Je dirais pas que c'est philosophique, cette approche en question, quoi. Mais nous, quand on a vraiment commencé à rentrer dans ce jeu de tiens, essayons de voir un petit peu comment ces deux syllabus pouvaient se parler, on s'est vraiment rendu compte, Jérôme et moi, de deux correspondances qui pouvaient être assez surprenantes. Et là maintenant, la vision d'ensemble telle qu'on a pu l'avoir au début. Oui, on rajoute effectivement, on rajoute des éléments, je dirais, qui étaient peut-être un peu moins, je dirais, immédiats dans nos têtes en fait. Mais effectivement, la compréhension partagée, le développement est impossible sans une base commune. Bien entendu, on va évidemment se mettre dans la vision un petit peu système. Parce qu'on partage tous une connaissance, on partage un vécu, et par conséquent, on aurait pu le mettre aussi sur la partie acceptation, mais là, on est sur une vision projet. Et puis, le contexte, évidemment, le fait de ne comprendre, on ne peut pas le comprendre isolément, le système, là, on est sur une vision de l'EREP qui va s'intéresser aux sources d'exigence, donc qui va s'intéresser aussi au système, aux parties prenantes, et donc qui vont nous permettre de construire le système. Donc là, encore une fois, on s'est mis là. Alors, on a rajouté le regroupement de défauts et le paradoxe du pesticide. Alors là aussi, j'ai des arguments pour vous essayer de vous séduire et vous dire oui. Oui, le regroupement de défauts, encore une fois, on est quand même dans une partie système. On est encore dans cette même démarche consistant à essayer de trouver les défauts, de les regrouper, d'avoir une approche qu'on appelle méthodique pour essayer de prioriser nos tests sur ces fameux défauts. Et le paradoxe du pesticide, inutile de vous rappeler qu'effectivement, là aussi, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que si on répète les mêmes tests, on ne trouvera pas grand-chose comme anneau, mais on sait que le paradoxe du pesticide, de plus en plus, moi, quand je forme à l'ISTQB, j'en retiens surtout cet aspect lié au test de non-régression automatisée, c'est-à-dire le paradoxe du pesticide, a un côté très positif. Il est là aussi pour démontrer qu'on ne trouve pas de défaut en répétant les mêmes tests parce qu'on les automatise et qu'on va porter notre focus manuel sur des tests de nouvelles fonctionnalités. Donc là, j'ai préféré aussi, là encore une fois, les mettre dans la partie système, même si j'ai trouvé moins de relations, évidemment, sur ces principes, c'était plus dur. Mais là, on a quand même la picture globale et rien ne vous empêche d'avoir votre propre esprit critique. Tout à fait, tout à fait. Là, parce que bien évidemment, comme je dis tout à l'heure, c'est extrêmement difficile comme ça d'essayer d'avoir une représentation en 2D d'une problématique qui est multidimensionnelle. Mais là, quelque part, si on regarde bien par rapport le principe 4 de l'IREB, qui est qu'on ne peut pas en fait comprendre totalement un système qu'en regardant ses sous-parties. Bien évidemment, pour le lier au principe justement numéro 5 de l'ISTQB, à savoir, pour le coup, on se retrouve, numéro 6, pardon, les tests dépendent du contexte. Là, bien évidemment, lorsqu'on se situe sur un composant, les tests qu'on va pouvoir faire vont permettre d'adresser localement les erreurs qui seront présentes sur ce composant-là. Et ce n'est qu'en fait, en dézoomant, en changeant de contexte, qu'on va se dire, tiens, mais en fait, la communication entre le composant Toto et le composant Tata, ça se passe comment ? Toto et Tata,
individuellement, leur vérification est correcte. Et bien là, en fait, lorsqu'on va commencer à mettre Toto et Tata ensemble, on va commencer à adresser cette notion de validation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va se dire, tiens, en termes d'intégration, on a un système qui est un petit peu plus riche, on a ces deux composants, et pour le coup, on va se rendre compte que la communication entre les deux parties vont inclure des erreurs. Et là, en fait, si on regarde bien, ce à quoi pousse l'IREB, c'est ne vous contentez pas d'avoir une approche locale. Et quelque part, ça vient un petit peu en complément de la compréhension, quelque part, de ce que propose l'ISTQB. Alors, bien entendu, on pourrait discuter pendant un long moment sur ces différentes correspondances, en rajouter tout ça. Là, par contre, ce qu'on propose, c'est justement maintenant cet appariement entre l'IREB et l'agilité. Jérôme? Voilà. Alors, on s'est prêté à un nouvel exercice. On s'est dit, tiens, n'arrêtons pas en si bon chemin. Pourquoi ne pas aussi voir quelles sont un petit peu les relations IREB, agilité, comment est-ce que ça se matérialise entre des principes agiles qui sont au nombre de 12 principes issus des 4 valeurs qui viennent évidemment de ce fameux manifeste agile qui a été créé en 2001 et l'IREB, lui, alors qu'on a déjà vu, qu'on a déjà expliqué. Je pense que sur l'agilité, on va en parler en direct, je ne vais pas le détailler maintenant parce que vous connaissez bien les choses. Donc, on a fait là aussi une picture, une map. On s'est amusé un petit peu à confronter, voir aujourd'hui qu'est-ce qui correspond dans l'IREB de l'agilité par rapport aux principes. Qu'est-ce qui peut aussi, au niveau de l'agilité et de ces principes, être complété par des aspects de l'IREB? Parce que c'est dans les deux sens, il ne faut pas croire, ça marche aussi. Il y a des aspects dans l'IREB, des clés pour mieux appliquer les principes agiles. Donc, on va passer au slide suivant pour essayer de vous donner une vision par étape. Donc, bien entendu, on va garder au centre, parce que ça concerne les buts, ça concerne le produit en lui-même et des approches techniques, on va garder bien sûr cette notion du système ou du contexte qui ne peut être compris isolément. Par conséquent, c'est un objectif. Oui, c'est lié au produit qu'il faut comprendre, c'est des approches qu'on va mettre en œuvre. Et c'est bien sûr cette triptyque problème, exigence, solution, là encore une fois, reste présente en fait tout au long de ces items-là. Elle est un peu moins sur la partie organisationnelle en bas, sur le support du management. Donc voilà, rentrons dans les correspondances. Tout d'abord, l'agilité dit qu'on a un but premier, c'est bien sûr de satisfaire le client et de lui apporter l'agilité, fonctionnalité à grande ajouté. Ouais. Et bien sûr, les changements de besoins, c'est quelque chose qui vont amener des avantages compétitifs aux clients. Alors, on a trouvé plein de correspondances, bien entendu, avec les règles, parce que d'abord, on est là pour atteindre, je veux dire, les exigences, ce n'est pas une fin en soi, on essaye de satisfaire les parties prenantes, on est là pour faire en sorte que les exigences soient validées, les évolutions, c'est quelque chose de normal, l'innovation, il ne suffit pas d'en faire plus, il faut évidemment essayer d'innover pour le client. Donc tout ça, on a trouvé que c'était quand même très lié au but de l'agilité, au niveau des principes, parce qu'on apporte, vous voyez, quelque chose en plus sur le principe de l'agile. Vous dites principe, oui, c'est bien, vous lui apportez des valeurs ajoutées, mais est-ce que vous êtes sûr que vous lui apportez vraiment ce qu'il souhaite? Est-ce qu'il ne faut pas les valider aussi régulièrement? Est-ce que l'innovation va faire partie aussi des grandes valeurs ajoutées? C'est une question à se poser. Les parties prenantes, on veut les satisfaire, certes, oui, mais il faut savoir aussi accepter les changements de besoins au fur et à mesure, etc. Donc, voilà, donc là, on a trouvé ces correspondances, on a trouvé cette partie les principes 1, 6, 7 et 8 qui étaient vraiment en relation avec l'agilité. Là même, si on regarde bien, comme ça, vis-à-vis de ce tronc commun quelque part qui est satisfaire le client par n'importe quel moyen, implicitement, on va dire que l'agilité induit ça fait partie des valeurs autour de la communication. Et si on regarde bien, vis-à-vis de la base commune, le principe 3 de l'IREB, vis-à-vis de la base commune en termes de compréhension, ce qui est intéressant aussi et qui ne va pas forcément transparaître dans un document et qui même au niveau des échanges peuvent, suivant les cultures, commencer à induire des erreurs, c'est, je suis convaincu, que j'ai bien compris le besoin du client. Et j'ai envoyé tous les signaux
à mon client pour dire c'est bon, j'ai compris. Et le client, lui, de son côté, il est reparti convaincu lui aussi que vous avez tout compris. Mais au final, si on ne s'est pas vraiment tant aligné que ça pour raison X ou Y, eh bien pour le coup, on va se retrouver à avoir des désirs qui seront plus du tout communs. C'est pour ça qu'en fait, là, quelque part, ce qu'a très bien dit Jérôme, essayer de valider régulièrement ce que l'on a cru comprendre avec le client, alors pas de façon bien sûr lourde, appesantie, mais de façon clairement efficace, d'où l'intérêt bien sûr au niveau de l'agilité, des sprints démo, montrer qu'on a bien compris ça, de sorte à pouvoir éventuellement dissiper tout malentendu le plus tôt possible. Ouais, c'est très important ce que tu parles de la démo, qui est un mouvement de validation, qui est une validation qui s'exprime dans l'agilité à travers les démonstrations et qui est un moyen de valider ce qu'on a fait, valider des exigences. Tout à fait, tout à fait. On passe sur la partie produit. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le produit? On dit qu'il va falloir le livrer fréquemment. Donc, pourquoi pas, bien sûr. C'est ce qu'on veut faire. On veut le faire toutes les 2 ou 4 semaines, quelquefois en 1 semaine, hein, dans l'extreme programming. Mais on sait aussi qu'on veut mesurer l'avancement de l'équipe uniquement sur le fait que le logiciel soit opérationnel. Et important, hein, il faut simplifier. Il faut de la simplicité. On en parlait encore hier soir avec Christophe. L'art de la simplicité, le fait de faire simple, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout à fait, tout à fait. C'est un exercice intellectuel qui m'a donné vraiment cette idée de dire que c'était tout à fait en relation avec le travail systématique et discipliné. Il faut de la discipline pour être simple. Donc, on est vraiment dans une correspondance très claire. Il faut savoir être simple, mais c'est ça qu'on ne dit pas aux gens dans les principes de l'agile. On dit qu'il faut faire simple. Mais les gens, ils ne savent pas faire simple ou alors ils font rien. On sait tous. On a connu cette petite période où les clients pouvaient interpréter l'agilité comme étant du zéro documentation. Voilà, donc là, l'idée, c'est non, la simplicité, ça s'acquiert, c'est une compétence, c'est très difficile à obtenir. Il faut être systématique et discipliné sur cette approche. Et puis, dans l'IREM, on voit toujours ce principe, il y a certains principes qui seront bien sûr répétés. La validation, les exigences non validées sont inutiles, bien entendu, ça va bien entendu en face de la livraison fréquente qui nous donne un feedback et l'avancement du logiciel opérationnel, bien entendu, qui nous donne ce tampon de validation des parties prenantes. Tout à fait. Là, si tu veux, j'aime bien quelque part ta vision vis-à-vis de la notion de simplicité. Pour moi, quelque part, ça a toujours évoqué une anecdote liée à un empereur chinois qui avait un maître de thé qui excellait dans la cérémonie du thé. Il avait demandé comme ça, parce qu'il voyait que son maître de thé était vieillissant, il avait demandé comme ça à son maître de thé d'écrire un traité sur comment faire une belle cérémonie de thé. Le vieux monsieur part dans ses appartements, il rédige quelque chose et puis revient quelques jours après avec quelques feuillets. L'empereur s'empresse de lire ces feuillets en question et au bout d'une poignée d'heures à peine, il revient comme ça, désappointé en disant « Mais tu te fous de ma gueule? Ce que tu écris, c'est que quand il fait chaud, il faut chauffer la pièce et quand il fait froid, quand il fait chaud, il faut refroidir la pièce, l'aérer et tout ça. Et quand il fait froid, il faut la réchauffer. » Et le maître de thé lui répond « Vas-y, fais-le. » En fait, cette simplicité, c'est une vraie démarche. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert avec un claquement de doigts. Et par ailleurs, je relierai aussi cette notion de simplicité avec l'innovation. Dans l'innovation, comme ça, on dit en faire plus ne suffit pas. Et là, pour le coup, comme ça, si on relie ça à la simplicité, c'est est-ce qu'il faut en faire plus ou plus simple? Si on regarde bien, il n'est pas rare de se retrouver face à un produit qui a pléthore de fonctionnalités, qui du coup demande 25 jours de formation pour comprendre ne serait-ce que comment cliquer sur un bouton. Pourquoi? Parce que trop complexe. Trop complexe. Et bien entendu, l'innovation doit aussi adresser la notion de simplicité. Essayer d'aller à l'essentiel. C'est ça. Voilà. Donc, évidemment, sur l'approche technique, là, on a trouvé quelque chose qui marchait bien sur le slide suivant. Si tu peux y aller, voilà. Alors là, c'est au niveau de l'équipe. Alors, on dit, en agilité, l'équipe doit appliquer de l'excellence technique avec une bonne conception, les utilisateurs développeurs travaillent ensemble.
et on va favoriser le dialogue face à face. Alors, ça, typiquement, c'est des choses qu'on va retrouver d'abord à travers le travail répétitif et discipliné, parce qu'on est dans l'excellence technique et la bonne conception, mais sur la relation entre les personnes dans l'équipe, on retrouve cette relation avec le principe numéro 3 de l'IREB, qui est que la compréhension partagée, c'est quelque chose qui est fondamental pour développer des systèmes sur une base commune qui soit le plus rapidement réalisé, le mieux fait, le mieux construit. Donc là, dans le principe numéro 3, c'est ça qui a été intéressant dans l'IREB. D'ailleurs, l'IREB a prévenu, quand moi j'ai présenté le syllabus nouvelle version, a prévenu qu'ils avaient intégré, bien entendu, la vision agile. Et là, sur le principe 3, ils ont bien intégré le fait que les gens, on allait capitaliser sur les gens, sur leurs connaissances, sur leurs interactions, sur le fait qu'ils travaillent ensemble depuis longtemps. Et c'est ça que certaines entreprises ont très bien compris. Je l'ai vu chez AXA, par exemple, qui a internalisé des ressources. Je l'ai peut-être moins vu ailleurs, bien sûr, pas forcément toujours très facile. On remet l'humain au centre et c'est intéressant parce que l'IREB l'a intégré également dans sa vision. La notion de travailler ensemble est bien sûr triculturelle. Il y a les entreprises qui, ne serait-ce que par exemple pour des raisons de confidentialité, si on travaille sur un projet qui est classé secret ou autre, oui, là pour le coup, le travail ensemble, c'est un petit peu difficile. Mais dans un contexte standard, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce principe numéro 4, côté agilité, à savoir des utilisateurs et des développeurs qui travaillent ensemble, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent en fait d'où vient ce terme de Scrum. Scrum, en fait, on le sait tous plus ou moins maintenant, ça veut dire la mêlée au rugby. Mais pourquoi? Eh bien, en fait, Jeff Sutherland, le co-papa de Scrum avec Ken Schwaber, a lu en 90 un article qui était paru dans la Harvard Business Review qui datait de 86, écrit par deux experts en organisation qui ont travaillé pour Toyota, les fameux qui ont fait Lean et compagnie, quoi. Donc c'était vraiment des pointures les bonhommes. Et ils ont en gros compris qu'il y avait 3 types d'entreprises. Type A, les entreprises façon NASA qui faisaient étape 1, où l'étape 1 est validée, et puis une fois que tout est validé, on peut passer à l'étape 2. Le bon gros waterfall, quelque part, quoi. Ensuite, il y a le type B, où on commence à faire se chevaucher les étapes. Typiquement, c'est pas déconnant de commencer à imaginer une architecture lorsqu'on a 80% des spécifications. Et le type C, disent-ils, on essaye de tout faire en même temps, comme dans une mêlée au rugby. C'est ce qui a en fait donné le concept et l'idée de ce terme Scrum sur cette méthodologie qui est maintenant extrêmement répandue. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en fait, l'idée est donc bien sûr d'enlever toutes ces cloisons, comme ça, le plus possible. Alors, ce n'est pas facile, le client, l'utilisateur final n'est pas forcément joignable pour X raisons, mais on doit essayer de tendre vers ça. Et pour le coup, en fait, il y a beaucoup de techniques qui émergent à l'agilité. Là, par exemple, vis-à-vis de la génération, de la compréhension du besoin, il y a cette notion d'event storming que vous avez pu voir sur un des slides tout à l'heure. L'event storming, c'est on met en fait dans une même grande pièce les gens du métier, les architectes, les développeurs, les gens de l'infra, et tout le monde comme ça se met à réfléchir en même temps et via un coup de post-it avec des couleurs différentes sur les impacts que ça va avoir aussi bien au niveau de l'infrastructure que les services à mettre en place vis-à-vis des événements qui arrivent du métier. Du coup, le fait de travailler ensemble, bien sûr, vient en fait consolider cette compréhension partagée, principe numéro 3 de l'IREB. Ça vient aussi permettre d'avoir une vision systémique ou holistique, ça dépend si on veut faire brillant en société ou autre, mais en gros une vision d'ensemble quelque part, plutôt qu'une vision par petits bouts. Et ça vient aussi du coup quelque part faciliter le fait de travailler ensemble, c'est le principe numéro 5 de l'IREB, ça va faciliter comme ça cette évolution systémique autour de la notion de problème qu'on va essayer de résoudre par l'exigence qui va donner une solution, et se dire comme ça, lorsqu'on va essayer de faire le tour du problème, se dire, ok, là ici, la solution qui est proposée est intéressante, mais il y a l'autre gars qui parle jamais comme ça, qui dit, mais votre truc, monsieur, il ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que si et ça. Travailler ensemble, c'est quelque part, je pense, une
un des principes les plus forts de l'agilité. Voilà, donc on va finir, j'espère, en beauté, et puis on vous laissera, parce qu'il est quand même avancé, 44, je ne sais pas. Marc est le timekeeper, je vais finir rapidement, je ne sais pas si c'est prévu jusqu'à 45. Non, on a jusqu'à 3 heures de l'après-midi. D'accord. Alors, beaucoup bien sûr, de principes placés dans la partie management. Pourquoi? Parce qu'on est dans la partie des équipes. Hein. Les équipes sont organisées avec un rythme de développement soutenable, avec des personnes motivées à qui on donne toute l'infrastructure nécessaire et on leur fait confiance. Eh bien là, oui, effectivement, on peut dire que tout ça est en lien avec le fait de travailler d'une manière partagée. Là, encore une fois, on retrouve le même principe qui se partage entre les deux niveaux. Là. L'approche technique et support management, oui, l'IREP dit qu'aujourd'hui, il faut savoir travailler ensemble de manière plus efficace. Et bien entendu, c'est en relation. Et puis, on n'oubliera pas la notion de travail systématique, encore une fois, sur lequel, lorsqu'on parle de rythme, de développement soutenable, et des réflexions, bien sûr, pour être plus efficace, qui fait partie d'un process, qui fait partie de la rétrospective, qui nous permet de voir ce qui n'a pas fonctionné. Tout ça fait partie, en fait, d'un enchaînement d'activités, d'un travail systématique et discipliné. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a cherché à faire. J'espère que vous avez pu partager notre point de vue sur ces aspects. Peut-être que vous avez des choses à dire, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, voilà, c'était ce qu'on voulait vous présenter, issu de nos réflexions et puis surtout de notre expérience, puisque moi, j'ai beaucoup l'habitude de naviguer entre l'IREB, l'ISTQB Agile, l'ISTQB Fondation. Donc, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup apporté de réfléchir à ça. Et j'espère que ça vous a apporté et que vous allez nous apporter aussi des choses par vos réflexions. Voilà, moi, tout à fait. Marc, on a combien de temps pour les questions? Et ben, c'est fini à 13h, donc il y a une dizaine de minutes pour les questions. Okay. Merci déjà. Il y a déjà eu une question dans le chat de Peter. C'est par rapport aux 3 amigos. Oui. Avec une question sur comment les testeurs peuvent tester pendant le 3 amigos, alors que la connaissance métier sur la nouvelle feature, sur la nouvelle user story n'est pas encore là. Alors, c'est le test statique, hein, c'est la partie test statique, bien entendu. Hein, c'est le fait de prendre un besoin macro, en fait, et de travailler avec le dev, le métier, et d'essayer d'apporter des critères d'acceptation, de participer à la gestion des risques pour faire en sorte de dégrossir cette user story et petit à petit de la tester de manière statique, c'est-à-dire en voir les aspects non testables qu'il faut améliorer, qu'il faut rendre testables. Voilà, c'est du test partie statique. C'est un mot qu'on n'a pas dit, effectivement. Manqué dans Si on rappelle un petit peu ce que c'est que les 3 amigos, il y a un rôle qui est crucial là-dedans, au-delà du testeur, en tout cas la personne qui va jouer le rôle du testeur et celui qui vient jouer le rôle du développeur, en tout cas celui qui apportera la solution, c'est en fait le représentant des utilisateurs. Alors, ce product owner, celui qui vient représenter quelque part, dans le système qualité, on appelle ça la VOC, Voice of Customer. C'est lui qui vient essayer d'incarner. Il est très humble normalement, un peu sur très humble. Du coup, en essayant d'incarner cette voix du client, lorsque celui qui joue le rôle du testeur va lui dire « Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ?» Le bonhomme, en toute bonne foi, il va essayer d'imaginer. Là, par exemple, à un moment donné, si on s'occupe d'une fonctionnalité qui va nécessiter d'invoquer une fonctionnalité une API REST dans le back-end ou un truc comme ça, le testeur va mécaniquement se dire « Ok, là, si le serveur n'y répond pas, on met quoi? Est-ce qu'on laisse un message critique inventé par les développeurs qui n'avaient absolument aucune vision ni aucune idée? J'ai déjà vu le cas, quoi. Donc, bien évidemment, après, ce que ça implique, c'est au niveau de la hotline, la personne qui voit le message, c'est critique aussi. Personne ne va rien comprendre. Donc là, bien évidemment, là, ici, quelque part, ce product owner va essayer d'imaginer une réponse qui devra faire sens. Potentiellement aussi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que s'il est bien câblé dans sa tête, il va se dire, OK, je ne suis pas très certain de la solution qu'on a apportée là vis-à-vis du test en session très amigos. Je vais peut-être m'en assurer comme ça avec un échantillon d'utilisateurs, quelques représentants d'utilisateurs ou mon client. Bref, si on regarde bien, ce product owner, parce qu'il fait constamment la passerelle entre le monde extérieur et ce qu'attend l'équipe,
Et pour le coup, normalement, c'est celui qui devrait être en meilleure position pour imaginer ça. Après, au-delà de cette représentation de la VOC, de la Voice of Customer, il se passe que à un moment donné, l'équipe doit aussi s'approprier ce genre de réflexe. Comment et pourquoi? Alors pourquoi? Si elle reste devant son écran, elle ne va jamais comprendre à quoi ressemble le vrai monde. Donc du coup, les étapes de validation, souvent comme ça, quand on parle de vérification, j'appelle ça des tests in vitro, et la validation, j'appelle ça des tests in vivo. C'est là qu'on en apprend bien souvent le plus. Et là, le fait qu'en fait, des membres de l'équipe aillent de temps en temps, ou régulièrement, peu importe, ça dépend aussi de la capacité, voir comment leur produit est utilisé sur le terrain, ça leur donne des moyens de réflexion qui, du coup, leur permet de monter en maturité vis-à-vis des attentes du marché. Et donc, quelque part, ce Trace Amigos, ce n'est pas des claquements de doigts qu'on met ça en place en réunissant trois équipes qui vont répondre, deux qui vont poser des questions et un qui va essayer de répondre comme il peut. Non, c'est une lente évolution. Mais déjà, le fait de se dire, tiens, dans ces Trace Amigos, quelqu'un qui va uniquement se focuser sur à quoi va ressembler la solution, et l'autre qui va uniquement se focuser sur et dans ce cas, et dans ce cas, et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Ok. Il y a d'autres questions? Très intéressant. Il y a Peter qui tape des choses. Merci, c'était très clair. Tant mieux. Tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je n'en vois pas. Je pense que de toute façon, ça a été quand même pas mal développé, les liens entre les différents principes. Oui, oui. Alors, bien évidemment, si on regarde bien, il y a un élément sur lequel on a fait l'impasse. C'est le test et l'agilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est dit, là, aujourd'hui, comme il s'agit de parler d'exigence agile, l'idée est vraiment de faire ce focus sur la partie IREB. Et tout ce qui est test et agilité, quelque part, c'est le pain quotidien de ce qui se passe au niveau de la taverne. Quoi. Régulièrement, tu publies des articles, ou déjà autour de toi publies des articles sur la taverne qui parlent uniquement de tests ou qui vont rajouter de l'agilité là-dedans, mais en filigrane, c'est toujours présent quelque part. Quoi. Par ailleurs, au-delà de toute la littérature qui existe, là, ce qu'on s'est dit avec Jérôme, c'était qu'en fait, il serait intéressant, de dépoussiérer quelque part cette image d'Épinal liée aux exigences, qui ne sont que des documents écrits, qui sont faits avant le développement, avant l'architecture et surtout avant les tests. Pour qu'au final, on puisse se dire, mais en fait, ce n'est pas du tout ce que j'avais pu comprendre, et se dire, tiens, mais en fait, dans quelle mesure l'introduction de pratiques liées à cette notion d'exigence peut faire grandir mon équipe. Jérôme, tu as peut-être une expérience, toi, de progression dans des équipes qui n'avaient jamais abordé cette notion d'IREB et qui subitement se sont dit, mais ok, voyons les choses sur cet axe et puis dans quelle mesure ça les a fait grandir? Moi, j'ai vécu en tant que coach pendant 5 ans dans la Banque de France où j'ai vu surtout les appels d'offres sur lesquels on a appliqué les bonnes pratiques. Ça a permis effectivement d'avoir des sélections de fournisseurs déjà plus à même à construire la solution choisie. Après, évidemment, le principe discipliné ne l'a pas toujours été jusqu'au bout parce que c'était dans un contexte MMA niveau 2, c'était de la gestion d'exigence. Mais sur la partie dev, après, la partie justement niveau système à développer, il y avait peut-être un peu trop de volatilité après vis-à-vis du besoin exprimé quand on rentrait dans le projet. Mais aujourd'hui, je vois les équipes, je vois des équipes en agile qui travaillent avec les US, qui mettent de la traçabilité, qui font le job, alors qui effectivement ont encore besoin d'accompagnement sur tout ce qui peut être un peu méthodo, BDD, etc., comme Marc sait très bien le faire, pour se poser les bonnes questions. Ça manque un peu d'expérience là-dessus. Mais oui, c'est petit à petit, je pense que tout le monde a bien compris l'intérêt de rajouter ce matériel dans tous les projets. Tout à fait. En fait, moi, ce que je peux aussi retenir, quand on avait préparé ce webinaire, tu m'avais montré un graphique qui, hélas, a disparu du syllabus,
Je sais pas si tu l'as mis de côté, mais bon, peu importe. L'idée, c'était qu'en fait, il Oui. y avait en gros 3 axes, un axe organisation, un axe testing et un axe maturité dans tout ce qui était gestion des exigences. Et ce que tu disais comme ça, ce que je trouve génial dans ce graphique, c'est qu'en fait, il s'agit quelque part de faire évoluer ces disciplines progressivement et pas juste d'aller à fond dans un axe qui, du coup, nous amènerait à une inefficacité redoutable. Imaginez comme ça que vous vous disiez comme ça, voilà, l'IREB, j'ai compris, c'est génial, c'est toute ma vie. Et donc, du coup, hop, vous lancez tête baissée dans la pollution d'exigence. C'est pas bien écrite, bien entendu, parce que vous êtes un ingénieur hors pair. Mais au final, comme ça, si le reste ne suit pas, vous serez marron. Là-dessus, en fait, il y a une notion que je trouve assez pertinente qui s'appelle la théorie des contraintes. Cette théorie des contraintes, en gros, qu'est-ce que c'est cette théorie des contraintes, il s'agit comme ça d'éliminer tous les goulots d'étranglement dans un flux qui permet de générer le produit dans l'idéation. Et qu'est-ce qui vient se passer, c'est qu'on vient se dire comme ça, je repère un goulot d'étranglement et je l'enlève. Sauf qu'en fait, il y a 5 principes, il y a 5 étapes, on va dire, dans la théorie des contraintes. Et la 5e, c'est peut-être la plus intéressante, parce que les 4 disent comme ça, voilà, éliminer les goulots. Mais la 5e dit comme ça, attention à ne pas éliminer un goulot qui pénaliserait l'ensemble du système. Une fois de plus, on se retrouve à avoir, au niveau de ce qu'on voit avec l'IREB, le micro et le macro, localement et au niveau du système. Et donc, du coup, en fait, ce n'est pas parce que vous allez, à un moment donné, dépenser énormément de ressources, d'énergie pour pouvoir avoir des exigences qui seront super bien construites que tout le reste va suivre. C'est quelque chose qui doit se faire quelque part progressivement en suivant aussi bien l'axe de l'agilité. Ce n'est pas forcément simple de se dire comment est-ce que je viens concilier l'agilité et la production d'exigences, tout comme ce n'est pas forcément simple d'introduire des tests avec tout ce qui est fluidité vers la mise en production tel que le propose l'agilité. Parfait, merci. On va passer à la conclusion, dernier slide. Il reste 3 minutes. Donc, voilà, j'espère que cela vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Vous retrouverez évidemment sur la chaîne YouTube de la Taverne l'enregistrement aussitôt que possible. Les prochains webinaires sont prévus pour fin avril, dans à peu près un mois, sur tester les logiciels à base d'IA. Et d'ici fin juin, début juillet aussi, un webinaire qui est prévu sur les tests de performance. Donc, où nous accueillerons encore sur les 2 cas des experts du sujet. Donc, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Marc, merci à tous. Merci à tous. Bon week-end. Ciao, ciao.